Gouloup et Bénédicte, responsables RSE de Millet Montagne Group. Gouloup et Millet Montagne Group ont co-réalisé la première étude sur l'impact de la réparation et sur l'empreinte environnementale d'une veste Gore-Tex. Et l'objectif était de mesurer l'impact de la réparation et d'identifier les conditions optimales de réalisation. La question, est-ce que ça vaut le coup de réparer? Je vous confie ça. Merci. Bonjour à tous et merci. Alors, dans l'autre sens. Voilà, on l'a. Ok, on va y arriver. Bonjour à tous. Donc oui, l'objet de cette étude, c'est de répondre à la question réparer est-il toujours bénéfique, mais surtout de savoir dans quelle mesure et dans quelles conditions la réparation a un intérêt. On va vous redonner un petit peu de contexte sur cette étude. Cette étude, elle a été réalisée donc il y a quelques mois dans un contexte où l'outdoor se porte plutôt bien. On a de plus en plus de pratiquants, de plus en plus d'équipements techniques qui sont mis sur le marché. Donc jusque-là, tout va bien. Sauf qu'on est aussi, et on se rend bien compte aujourd'hui, dans une industrie qui se pose un tas de questions, tout simplement parce que le GIEC nous rappelle quand même un peu souvent à l'ordre et qu'on sait qu'il y a des sujets de dérèglement climatique, de difficultés d'approvisionnement des matières, etc., qui sont en train de faire évoluer nos modèles. Par ailleurs, on a aussi une société qui évolue et la dernière étude menée par l'OSV avec Ipsos, ça a montré que 34% des consommateurs estiment qu'une marque de sport outdoor devrait proposer la réparation à vie. C'est pas du tout des choses qu'on voyait dans le passé, donc on a un changement de paradigme qui est en train de s'effectuer. Pour finir sur la contextualisation, Gouloup, donc c'est une entreprise qui fait de la réparation d'équipements de sport outdoor pour les marques et pour les particuliers, et on existe depuis 2 ans. Et il y a quelques mois, un an et un peu plus d'1 an maintenant, on s'est posé la question de poursuivre notre développement sur un modèle totalement décentralisé ou un modèle centralisé avec un atelier de réparation en France. La question était, est-ce que d'un point de vue environnemental, ça a un intérêt d'avoir un modèle centralisé? Comme nous ne sommes pas fabricants d'équipements de sport outdoor, on n'avait pas d'ACV sur lesquels s'appuyer. C'est comme ça qu'on s'est rapproché du groupe Millet-Lafuma pour pouvoir mener une étude assez inédite. Pourquoi inédite? Parce que des études qui me posent vraiment des chiffres sur l'impact de la réparation dans le textile, il en existe très peu. Et en fait, on s'est dit que si on ne mesurait pas les choses, on ne pourrait pas avancer. Et puis, on n'aurait pas non plus la réponse qu'on voulait avoir chez Gouloup. Et comme Millet a un atelier de réparation internalisé, on avait tout intérêt à mener cette étude ensemble. Donc l'avantage de cette étude, elle permet déjà de poser des chiffres sur la réparation, l'impact qu'on a quand on répare un équipement outdoor. C'est aussi une étude qui nous a permis de nous intéresser à la phase post-consumer, ce qu'on fait pas forcément toujours. On parle beaucoup d'éco-conception, on parle beaucoup de l'amont dans la conception du produit, mais pas toujours de ce qui se passe une fois que le produit est entre les mains du conso. C'est une étude qui est collaborative et c'est quand même intéressant de le souligner parce que des grands groupes et des startups qui collaborent et qui se partagent des infos aussi stratégiques qu'une ACV, c'est pas tous les jours. Et d'ailleurs, je profite d'être là pour remercier vraiment l'équipe Millet et la direction de Millet qui a pris part à ce projet sans se poser sans s'opposer. Et surtout, c'est une étude qu'on a voulu partager en open source. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est qu'on estime que si on partage tous de plus en plus les chiffres et les bonnes pratiques qu'on peut avoir pour rendre l'industrie plus circulaire, on avancera a priori plus vite et ce sera bénéfique a priori pour tout le monde. Voilà. Du coup, je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'on a fait concrètement. Tout part d'une analyse de cycle de vie. Millet a commencé à faire ses premières analyses de cycle de vie en 2021. Et parmi les premiers produits qu'on a analysés, il y avait cette veste. Cette veste, elle s'appelle Kamet Jacket Light. Voilà, très jolie. Hop, c'est un de nos best-sellers. Cette veste, je vais vous la présenter rapidement puisque c'est celle-ci qu'on a étudiée dans le cadre de la réparation. Donc c'est une veste qui est destinée à faire de l'alpinisme, du ski de randonnée ou du trekking. Elle est assez légère, c'est une membrane Gore-Tex qui est en polyamide, la membrane est en PTFE. On a pas mal de petits trims, vous voyez, il y a des cordons, des autostoppeurs, on a une visière rigide. Je la vends pas, je vous présente juste le produit.
Cette veste, elle est faite chez nous, dans une de nos usines en propre, en Hongrie, mais quasiment tous les composants viennent d'Asie. Il n'y a eu aucun effort d'éco-conception sur cette veste. Voilà, c'est important de le rappeler. C'est une veste qui a un certain impact, on va le voir. Et pour réaliser l'analyse de cycle de vie de cette veste, eh ben, on est allé interroger nos fournisseurs pour caractériser les composants, pour caractériser les méthodes de production, mais aussi pour savoir quel mix énergétique ils utilisaient, dans quel pays étaient faites toutes les étapes de production, etc., etc. Une fois qu'on a caractérisé tout ça, on a tout poussé chez ERCOP, notre partenaire, qui a modélisé l'analyse de cycle de vie et qui nous a sorti de beaux résultats. Alors les résultats, vous les voyez ici, tout en haut à droite. Ce qui est assez intéressant, c'est du coup la partie en rouge. Le plus gros impact sur cette veste, c'est l'impact des composants. L'impact des composants, c'est de l'extraction des matières premières jusqu'à ce que le composant soit produit. On a regroupé tout ça là-dedans. Donc vous voyez que vous avez au moins 89% des impacts de la veste sur les 4 critères d'impact retenus, voilà, qui représentent la majeure partie. Dans les composants, on a la matière principale qui elle-même représente 82 à 89% de l'impact, non pas de la veste, il y a une petite erreur, je m'en excuse, mais des composants. Et en parallèle, on a le zipper central qui est un zip étanche qui représente 1 à 4% de l'impact composant. Encore une fois, deuxième erreur. Ça m'apprendra. Une fois qu'on sait ça, eh ben, on réfléchit au levier d'éco-conception qu'on peut avoir sur ce genre de produit. C'est la première question qu'on se pose. Ben, voilà, maintenant qu'on connaît les impacts de la veste, qu'est-ce qu'on fait? On peut regarder plusieurs choses. Le premier levier qui est intéressant à regarder, c'est allonger la durée de vie du produit. On manque encore aujourd'hui de critères de durabilité, mais certains doivent le savoir. Il y a des projets qui sont en cours, notamment un qui s'appelle Durabi. Néanmoins, on peut quand même réfléchir qualité de composants, qualité de montage et bien entendu réparation. Le deuxième levier auquel on pourrait s'intéresser, c'est l'impact des composants. Donc, est-ce qu'on peut utiliser des composants autres avec un impact inférieur à niveau de performance égal? Ce n'est pas une question simple hein, quand on sait de quoi est composée la veste. Le troisième levier, c'est aller chercher au niveau des mix énergétiques des usines qui sont utilisées. Emmener nos fournisseurs à utiliser des meilleurs mix énergétiques. On comprend vite que tout ça, c'est assez chronophage, c'est assez long, ça peut prendre du temps à se mettre en place. Par contre, il y a un levier qui est assez rapide et simple à activer, c'est celui de la réparation. Donc imaginez, vous achetez une Kamet Light. La veste coûte 430 € sur notre site internet. Au bout de quelques années, le zip principal casse. Vous avez 2 solutions. La première, c'est d'aller acheter une nouvelle Kamet Light. La deuxième, parce qu'on aime beaucoup les Kamet Light, donc on n'achète que des Kamet Light. La deuxième, c'est de la faire réparer. C'est les 2 options qu'on a décidé de modéliser et de vous expliquer, de vous présenter aujourd'hui. Pourquoi je vous ai parlé du zip? En fait, on a basé nos hypothèses sur un sondage conso qu'on a piloté donc, en commun Goodloop et le Millet Mountain Group, qui nous dit que 40% des consommateurs qui font réparer un produit le font pour un problème de zip cassé. Ça, c'est assez intéressant. Et du coup, forcément, on s'est dit, c'est cette réparation-là qu'il faut qu'on modélise. En plus, c'est une réparation qui porte atteinte à la fonctionnalité de la veste. Si on n'a plus de zip, on ne peut plus vraiment utiliser sa veste comme on aimerait l'utiliser. Donc, c'est doublement intéressant. Notre étude conso, elle nous dit autre chose. Elle nous dit que lorsqu'un zip casse, ça intervient en moyenne 4 ans après la première utilisation du produit. Et s'il y a réparation, le consommateur peut l'utiliser après réparation encore 6 ans et demi. Donc on a, d'après notre étude,
une veste qui dure dans le temps 10 ans et demi. Voilà. Donc l'objectif de l'étude, c'était d'analyser l'impact de la réparation de ce zip sur l'impact global de la veste pour vérifier que la réparation est une meilleure alternative environnementale que l'achat neuf. Dans le scénario de réparation, on a besoin d'une seule veste, puisqu'elle est réparée. On a besoin d'une pièce détachée, un zip, un nouveau zip, puisqu'on le remplace. On a modélisé son transport, on a modélisé l'action de réparation, mais on a aussi modélisé la distance entre l'utilisateur et l'atelier de réparation. On a pris arbitrairement 200 km pour couvrir la zone des Alpes, mais vous allez voir que c'est un paramètre qu'on a fait varier pour voir jusqu'où on pouvait aller. Dans le scénario de nouvel achat, on a besoin de 2 vestes et on a modélisé la fin de vie de la première veste. Donc le résultat est pas très étonnant, vous allez me dire. On pouvait se douter que la réparation était une meilleure alternative que l'achat neuf. Néanmoins, de voir que la réparation est quasiment moitié moins impactante qu'un achat neuf, ça veut dire que l'action de réparation, elle pèse quasi peanut dans l'impact. Et ça, c'est super intéressant. Donc là, on a le scénario de réparation est au moins 44% moins impactant que le scénario d'achat neuf. Ça, c'est vraiment la grosse donnée qui ressort de notre étude. On a voulu donc aller un petit peu plus loin en s'intéressant, en se posant la question jusqu'à quelle distance entre l'utilisateur et l'atelier on peut aller pour que ça soit toujours intéressant. Donc on a fait varier le 200 km de la zone des Alpes pour voir jusqu'où on pouvait aller. Et on s'est rendu compte que la réparation était toujours intéressante sur les 4 critères d'impact jusqu'à 1175 km. 1175 km, si vous tracez un cercle autour de Lyon, vous avez Copenhague au nord, vous avez Cracovie en Pologne à l'est, vous prenez toute l'Italie, le nord de l'Afrique, Tunis, Alger, vous prenez une très grosse partie de l'Espagne, un tout petit bout du Portugal et la moitié du Royaume-Uni. Ça fait quand même une sacrée distance. Donc, pas d'excuse pour faire réparer. On pourrait, juste, je termine une dernière phrase, si on voulait aller encore plus loin que ces 1175 km, c'est possible et on serait toujours gagnant sur 3 critères d'impact. Voilà, on en perd un en passant ce cercle. Oui, effectivement. Et c'est bien la raison pour laquelle on avait aussi pris 4 critères d'impact et qu'on ne s'est pas intéressé seulement au carbone, parce qu'on savait que peut-être en faisant varier la distance, on risquait d'être impactant sur d'autres critères que le carbone. Et l'objectif était de ne pas avoir de transfert d'impact. Donc c'est bien de décarboner, mais si on tue la biodiversité à côté, ça marche pas beaucoup mieux. Donc, la conclusion, en effet, que vous aviez déjà peut-être, mais au moins maintenant vous pouvez mettre des chiffres dessus, c'est que réparer est quand même largement moins impactant que de remplacer un équipement. À condition donc que l'acte de réparation et le transport lié à toute la procédure de réparation soit moins impactant que le produit initial. Donc là, en l'occurrence, on a pris une veste Camet Light. On sait que peut-être si demain la veste Camet Light devient 100% éco-conçue avec des matériaux 100% recyclables, recyclés, etc., peut-être que la distance variera un petit peu, mais il y a quand même assez peu de chances, vu le faible impact de l'acte de réparation, qu'un jour on se dise c'est plus intéressant de remplacer un produit à neuf que de le réparer. Cette étude, elle montre aussi que du coup, on peut envisager la réparation de plein de manières différentes, et ça, c'est intéressant, notamment pour les dirigeants d'entreprise que vous êtes peut-être là dans la salle et que vous vous posez la question comment intégrer la circularité, la réparation dans votre modèle. La réparation, elle peut s'envisager avec un atelier centralisé dans certains cas, elle peut s'envisager en ultra-local avec des réparateurs de quartier, des réparateurs à l'échelle d'une ville ou autre. En fait, d'autres études peuvent être menées, bien sûr, pour aller plus loin, mais en tout cas, les modèles ne s'opposent pas. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Et par exemple, si on prend le cas de la réparation outdoor, de la réparation technique qui nécessite un certain nombre de machines spécifiques, un certain nombre de matières spécifiques,
on a du mal à imaginer que demain, on aura autant de réparateurs outdoor qu'on a de retoucheries de quartier. En fait, on n'a pas forcément d'intérêt environnemental à ce que, en France, on se retrouve avec 1 million de machines à réparer du sac à dos, parce que ce ne sera pas forcément pertinent, parce qu'on parle de réparation technique, ce qui n'est pas le cas forcément sur le prêt-à-porter. Et le troisième point qui est intéressant dans cette étude, c'est que on a posé vraiment la question à des clients qui avaient fait réparer dans l'atelier de réparation Millet ou chez Goodloop leur veste Gore-Tex. Et on a quand même été assez surpris des résultats, de voir que quand les clients nous disent en moyenne qu'ils ont fait réparer leur veste au bout de 4 ans, ils nous disent eux-mêmes on va la garder 6 ans et demi de plus. C'est super encourageant en fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui la réparation elle n'est pas du tout perçue comme quelque chose qui vient, comme un raccommodage qui vient se mettre sur un produit comme une réparation de fortune, mais vraiment comme quelque chose, comme un acte qui redonne sa vie au produit, sa fonctionnalité, et qu'on a donc envie de garder pour une durée encore assez longue. Donc voilà. Et par ailleurs, c'est pas anodin qu'on nous dise aussi que sur une veste Gore-Tex, on a envie de la garder 10 ans. Ça prouve bien que aujourd'hui, les consommateurs qui se font réparer sont aussi les consommateurs qui sont enclins à aller dépenser un peu plus cher dans des vestes pour les faire durer plus longtemps. Donc, suite à cette étude, quelles sont les visions qu'on a un peu développées ou qu'on a décidé de pousser? Nous, chez Goodloop, ça a répondu à notre question de savoir est-ce qu'on pouvait aller vers un modèle centralisé ou décentralisé. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs choses importantes qui ont été validées par cette étude. La première, c'est que comme la réparation, c'est quand même un des meilleurs moyens de baisser l'impact environnemental de nos équipements de sport, on a tout intérêt à ce que tout le monde s'y mette. C'est bien la raison pour laquelle on s'adresse à la fois aux marques et à la fois aux particuliers. C'est qu'aujourd'hui, un client qui n'a pas de solution proposée par la marque doit quand même, à notre sens, avoir une solution de réparation. Et pour que ce soit fait, je suis sûre que dans la salle, vous avez tous au moins un truc dans votre placard que vous avez besoin de faire réparer, mais vous ne l'avez pas fait. Pourquoi ? Parce que ça vous semble pas forcément simple, vous ne savez pas à qui vous adresser, vous savez pas forcément combien ça va vous coûter, etc. Et c'est là que notre vision est que le digital doit vraiment prendre le relais. Aujourd'hui, on a l'habitude de faire tout sur nos téléphones de manière assez désynchronisée. On a besoin de pouvoir commander nos réparations comme on commande n'importe quel produit en ligne. De la même manière, le digital permet aussi d'extraire de la data sur la réparation et donc pour les marques de progresser sur la partie conception de leurs équipements. Car l'avantage quand on répare, c'est aussi qu'on en apprend beaucoup sur les défauts ou ce qui arrive dans la phase post-consumer des produits qui sont mis sur le marché. C'est comme ça qu'on se rend compte au bout d'un moment que sur telle marque, peut-être il y a un souci au niveau des bandes étanches, que peut-être finalement le velcro à cet endroit-là, il n'était pas pertinent, ou que les marges de couture sont pas bonnes et que du coup, on met 2 fois le temps qu'on devrait mettre pour changer un zip, ce qui rend la réparation pas forcément rentable aujourd'hui, mais qui pourrait l'être demain si le produit était conçu différemment. Donc voilà, chez Goodloop, on a vraiment cette volonté de mettre le digital et la data au cœur de la démarche, que ce soit pour les particuliers ou pour les marques. Et la deuxième vision développée suite à l'étude, ou en tout cas confirmée, c'est qu'on va continuer à se développer sur un modèle hybride, c'est-à-dire 1, voire 2 à 3 ateliers centralisés en France pour pouvoir traiter des gros volumes ou des demandes très spécifiques, notamment pour le B2B, mais également des antennes en ultra-local sur des forts lieux de pratique. On a aujourd'hui des antennes à Chamonix, à Chambéry et à Annecy qui marchent très bien parce que c'est des bassins de pratiquants et où finalement les clients sont contents de pouvoir avoir un service de réparation en ultra-local ou en express. On continue aussi pas mal à développer la partie activation physique parce qu'on se rend compte que pour que les gens aient aussi dépoussièrent un peu cette image de la réparation et plus envie d'y aller, il faut leur redonner envie, il faut inventer un peu des nouveaux récits autour de tous ces sujets-là. Et ça passe beaucoup par les activations qu'on peut faire aussi en magasin ou au moment où on ouvre les ateliers, etc. Côté vision pour le Millet Mountain Group, alors côté Millet, on travaille sur des extensions de garantie qui vont permettre la prise en charge de plus de réparations sur un certain nombre d'articles. On travaille aussi sur la labellisation de nos ateliers pour que le fonds réparation puisse prendre en charge une partie pour les consommateurs.
Et après, on travaille sur d'autres modèles d'économie circulaire, comme par exemple la location qu'a mis en place Millet cette année. Côté la FUMA, je suis extrêmement fière aujourd'hui parce qu'on a démarré la réparation à vie. On l'a lancée il y a 2 jours, il y a 3 jours même, pardon. Voilà, la réparation à vie est pour tous. Le principe, il est le plus simple du monde. Vous avez un produit, la FUMA, dans vos placards. Peu importe quand vous l'avez acheté, peu importe pourquoi il est à réparer, pourquoi il est abîmé. Si on sait le réparer, eh ben on vous le répare gratuitement. Voilà, si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Est-ce que vous avez des questions à poser? Le micro circule. Là, est-ce que vous pouvez passer sur ce rang, le micro, s'il vous plaît? On passe. Merci. Bonjour, Martin, étudiant au SV Academy. J'avais 2 questions en une. La première, c'est, on parlait d'un zip. Sur des vestes de cette qualité-là, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a l'étanchéité, la respirabilité. On sait que, par exemple, l'étanchéité, waterproof, ça peut être des produits qui sont mis sur les vêtements. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sait réparer? Est-ce qu'on sait redonner de l'imperméabilité à un produit qui en a perdu? Donc ça, c'est la première chose. Parce que faire réparer un vêtement, surtout auquel on tient, quand c'est des vêtements de qualité, on les aime, on les a achetés, on a des souvenirs avec. Faire réparer un zip, si on sait que l'imperméabilité, dans 1 an, 2 ans, elle est beaucoup moins importante, c'est moins intéressant. Et l'autre chose, du coup, c'est est-ce que chaque marque aura son propre service de réparation qui lui sera propre? Ou est-ce que c'est sous-traité, par exemple avec des entreprises comme la vôtre? Ou est-ce que vous traitez uniquement avec les particuliers et chaque marque fait avec son propre service? Alors, nous, on fait les réparations en propre parce qu'on a un atelier historique. Toutes les marques n'ont pas un atelier, n'ont pas la chance d'avoir un atelier dans leur siège. Et à ce moment-là, je les invite à se rapprocher d'entreprises comme Goodloop parce que c'est une très bonne solution. Je ne sais pas si ça répond à ta deuxième question. La première question sur l'imperméabilité. Quand on fait une réparation qui touche une veste imperméable, on fait des tests d'imperméabilité derrière la réparation. Quand on change complètement un zip, on enlève toutes les bandes à souder, on remet le zip correctement et on remet les bandes à souder et on fait des tests. Si ça ne marche pas, on recommence. On ne rend pas une veste à un client si les tests qualité d'imperméabilité ne fonctionnent pas, bien évidemment. Mais le test, il concerne les à côté du zip. Moi, je parle par exemple d'une veste que j'ai portée 4 ans avec un sac à dos qui a usé peut-être la membrane au niveau des épaules ou dans le dos qui du coup est moins imperméable peut-être que ce qu'elle était à l'origine. Enfin, c'est même sûr. Il y a forcément une déperdition de qualité du produit dans le temps. Donc je ne parle pas uniquement, j'imagine bien que vous testez à l'endroit du zip où vous remplacez. Je parle de la qualité du produit en général. Je veux dire, en repartant sur du neuf, je sais très bien que je repars sur une imperméabilité par exemple ou un traitement anti-odeur, enfin peu importe la qualité, pour plusieurs années, je repars à chaque fois de zéro. Sur la réparabilité, forcément, ça implique qu'il y a déjà une déperdition due au temps, quoi. Il y a des méthodes pour rendre la perméabilité à une veste imperméable. Les produits qu'on peut mettre dessus durent pas forcément aussi longtemps que le produit de départ. Faut le savoir. C'est pas en termes de durabilité, c'est pas aussi compétitif. Après, si vous ramenez une veste pour la faire réparer parce qu'il y a une perte d'imperméabilité, et ben c'est bien ça qu'on va aller chercher aussi au niveau de notre atelier. On va peut-être la renforcer à certains endroits pour éviter qu'il y ait des pertes à cet endroit précis. Tout part de la discussion qu'on va avoir avec vous au départ, et je pense que pour Goodloop, c'est exactement la même chose. S'il y a une usure à un endroit qui est due à un sac à dos, qui est due à quelque chose, on peut proposer des solutions. On ne va pas forcément pouvoir la remettre à neuf, puisque on ne va pas découper dans la matière pour vous remettre un morceau de matière, mais on peut vous proposer des solutions en tout cas, oui. D'autres questions? Là, alors, au fond, est-ce qu'il y a le micro? On va faire passer le micro. Ah, devant et derrière. Vous allez arriver.
Bonjour, Robin Onseret pour Écologique. J'ai une rapide question sur l'impact environnemental avec les hypothèses prises issues d'enquêtes consommateurs. Parce que je me demande, en fait, on a 4 ans et 6,5 ans, et je voulais savoir dans quelle mesure, si on prenait d'autres paramètres en le faisant varier les deux, donc la première et la seconde vie, dans quelle mesure ça change l'impact de la réparation? Est-ce que vous avez essayé de faire ces variations ou pas? Non, on n'a pas fait évoluer ces paramètres-là. Mais c'est tout l'enjeu en fait. C'est une première pierre en fait là qu'on a posée. C'est-à-dire que, comme on le disait, il n'y avait pas d'études. On n'avait aucune idée de l'impact de la réparation. Et il a fallu un peu inventer cette méthode à trois entités, Goodloop, Millet et puis AirCup, et puis essayer de défricher et de poser cette méthode de travail qui a des limites, comme beaucoup de méthodes d'ACV ou autres. À plus long terme, en fait, on aimerait bien pouvoir pousser cet exercice-là sur d'autres produits et donc avoir aussi plus de paramètres variables parce qu'on sait très bien que la durée de vie d'une veste au prix d'une camette jacket et avec l'utilisation d'une camette n'est pas celui d'une veste en velours ou d'un pantalon d'Alpi, quoi. Tout à fait. Bon, merci beaucoup, parce que c'est vrai qu'en quête consommateur, on nous dit je vais la garder 6 ans, en pratique, peut-être pas. Et c'est souvent difficile. C'est une veste qui est construite, enfin, nos chefs de produit la construisent pour qu'elle soit utilisée pendant 10 ans. Donc finalement, le 10 ans et demi n'est pas, on tape pas loin à côté. Merci. Ce qui est intéressant dans l'outdoor aussi, c'est de vraiment de ne pas sous-estimer l'attachement émotionnel en fait des clients à leur équipement. Enfin, une veste comme ça, en général, on vit des choses assez géniales avec. On essaye en tout cas, et donc il y a quand même ce sujet d'essayer si on la fait réparer en général parce qu'elle nous va bien, parce qu'elle répond techniquement à nos exigences, ou simplement parce que voilà, elle nous plaît en termes de look ou en termes de souvenirs, quoi. Il y avait une question Pardon. aussi au fond après. Oui, bonjour, je suis Julia de la Mutuelle de France Unie. Et j'ai une question concernant l'impact du transport sur la réparation. Parce que vous parlez d'un périmètre, d'un rayon plutôt de 1100 et quelques kilomètres. Donc quand on parle de l'Europe en termes de transport, c'est assez facile. Mais si on parle d'Afrique du Nord, typiquement, c'est par avion ou bateau. J'imagine que ce n'est pas le même impact. Et donc, je ne sais pas sur quel type de transport vous êtes basé par rapport à ça. Bon, aujourd'hui, on s'est basé sur les modes de transport qu'on avait en France, parce que du coup, on a fait varier la distance, mais on n'est pas allé jusqu'à changer les modes de transport si justement il y avait une mer à franchir ou ce genre de choses. L'enjeu était quand même plutôt de se dire si déjà un réparateur basé à Lyon ou à Lille répare la veste d'un client qui est situé ailleurs sur le territoire, est-ce que écologiquement ça a du sens? Ça a été confirmé. Après, encore une fois, c'est des données qui sont spécifiques aux données de l'ACV de la Camette Light Jacket. Donc, ce qu'on dit là n'est pas... cette distance pourrait varier si on prenait l'ACV peut-être d'un autre produit outdoor. L'enjeu de ce qu'on présente là, c'est déjà de montrer des ordres de grandeur, parce que aujourd'hui, en fait, si la réparation est aussi peu impactante sur ce type de produit, il y a des chances qu'elle le soit sur beaucoup d'autres produits qui sont produits de manière assez similaire, ce qui est le cas de majorité de produits dans l'outdoor. Et ça permet également d'ouvrir cette porte au fait de pouvoir demain systématiser cette approche et demain se dire il y aura peut-être des produits qui ne seront pas destinés à la réparation. Si je prends un t-shirt en coton, par exemple, je pense je parle, c'est qu'un avis et je n'ai pas de chiffres, mais ça me vaudrait le coup de mesurer. Est-ce qu'un t-shirt en coton, il n'a pas plus intérêt à aller directement au recyclage pour être recyclé directement en fibre de coton plutôt qu'avoir une étape de réparation, tout simplement. Je te propose qu'on fasse l'étude. Et, excusez-moi, j'avais une deuxième question. C'était concernant le coût de la réparation, parce que vous n'avez pas évoqué le coût, et j'imagine que ça dépend beaucoup de la réparation. Mais est-ce qu'éventuellement vous avez réfléchi au pourcentage maximum que ça doit représenter par rapport au coût neuf par rapport au prix d'une veste neuve, pour que ce soit pertinent et que la personne répare plutôt que d'acheter une nouvelle veste? Alors, il y a 2 éléments de réponse. Le premier, c'est que souvent, on parle de 30%. On dit souvent que si la réparation coûte plus de 30% du prix du produit, on ne va pas forcément réparer.
Nous, on met quand même, enfin, pour ma part, chez Gouloup, je mets quand même un gros bémol là-dessus parce que, comme je le disais, il y a quand même l'attachement émotionnel et il y a aussi l'aspect de l'engagement écologique de faire réparer, qui fait qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont tout à fait prêts à mettre bien plus que 30% du prix du vêtement dans un acte de réparation. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Je ne pense pas qu'il y ait une règle fixe là-dessus. Et le deuxième élément de réponse qui est intéressant, c'est l'étude qui a été menée par Refashion, qui met en place comme écologique un bonus réparation pour les réparateurs labellisés, comme le sera bientôt Millet et comme on l'est aussi, qui montre que si on interroge les clients, des consommateurs sur pour savoir s'ils sont enclins à faire réparer un équipement, ils pensent souvent que ça va coûter plus cher que ce que ça ne coûte en réalité. Donc il y a une espèce de distorsion de la réalité. Les gens se disent souvent « Ah, ça va me coûter plus cher que le prix du vêtement » ou « Ça va me coûter trop cher de faire réparer ». Et quand on pose la même question en montrant aux clients le vrai prix de la réparation, alors ils sont encore plus enclins à faire réparer. Donc il y a encore aussi ce sujet-là. Aujourd'hui, une réparation de zip, si c'est changer tout le zip, oui, ça coûte cher parce que c'est du temps. Il faut, comme disait Bénédicte, il faut retirer les bandes étanches, il faut reposer un nouveau zip, réétancher, etc. Mais si c'est que le curseur, ça va vous coûter une dizaine d'euros et vous repartez pour une veste qui est fonctionnelle. Donc voilà, il y a tout un travail de sensibilisation, d'éducation à faire aussi, de la part des marques, de la part des réparateurs, pour montrer que, et de la part des éco-organismes d'ailleurs aussi qui accompagnent dans les bonus réparation, pour montrer que en fait, la réparation, ça va souvent chercher bien en dessous des 30% dits psychologiques. Il y a des questions au fond de la salle. Excusez-moi, juste un petit commentaire pour la réparation. Pour le coup, il y a une étude sur les vélos menée par Écologique avec d'autres acteurs qui étudient ça et qui va dans votre sens. Le coût, c'est un paramètre, mais c'est loin d'être le seul. Ça dépend du type de vélo, du type de produit. Et l'étude sera disponible et on dispo pour en discuter. On va passer le micro au fond. Merci. Donc Bénédicte, c'est ça. La FUMA, donc vous proposez donc une réparation à vie gratuite, c'est ça? Exactement, oui. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu tronquer un peu le message, pour n'importe quelle autre catégorie de produits en général, parce que une réparation, c'est une réparation, ça peut être dû à un mauvais usage ou un accident, peu importe. Et en fait, pour n'importe quelle autre catégorie de produits qu'on achète aujourd'hui, quand on doit le faire réparer, on a des coûts. Si j'érafle ma voiture contre le mur, c'est pas forcément le constructeur qui va le prendre à sa charge. Et aujourd'hui, pour moi, ça induit un message derrière qui rend aussi peut-être économiquement, qui affaiblit économiquement les solutions de réparation derrière. Parce que tout a un coût. Donc, si l'entreprise est suffisamment solide pour la prendre à son compte, très bien. Par contre, certaines autres marques n'ont pas cette capacité-là de prendre ça à leur compte, devront donc le faire payer. Donc, ça induit après quelque chose, premièrement pour les acteurs de la réparation, et deuxièmement au niveau de l'égalité et au niveau de la mentalité des consommateurs. Alors la réflexion, elle a plutôt été coût environnemental de notre côté. On a vraiment envie de pousser un maximum les consommateurs à prendre le pli de la réparation. Et c'est pour ça qu'on l'offre. Oui, mais pour moi, ce n'est pas antagoniste d'avoir à payer un coût pour une réparation qui est de toute manière un coût caché, qui sera induit soit dans le prix de départ du produit, soit en finalité, qui viendra serrer la prestation de réparation. Donc pour moi, c'est un peu pareil, à mon avis, que l'erreur qui a été commise au moment d'Internet, où les livraisons étaient gratuites, les retours étaient gratuits, et tout le monde est revenu au chemin inverse. Mais entre-temps, beaucoup y ont perdu des plumes, voire leurs entreprises, parce que ça induit des coûts énormes. Et pour moi, c'est un peu truqué, un peu pas dans le bon sens dès le début, le jeu. Et ça induit chez le consommateur comme quoi c'est gratuit. Et en fait, c'est pas un travail gratuit. Alors non, c'est loin d'être un travail gratuit. Par contre, l'objectif, c'était bien d'emmener les consommateurs à se dire, j'ai un produit dans mon placard, je peux plus l'utiliser parce qu'il est abîmé, il est à réparer, et au lieu d'en racheter un, je vais le faire réparer. Et donc, c'est vraiment là où on voulait les pousser à aller. Une dernière question sur ce thème. Le micro est derrière vous.
Il arrive. À votre gauche. Moi, j'avais un peu une question sur l'étude par rapport notamment au cas d'usage. Est-ce que vous avez pris un peu le côté vestiaire dans le sens où potentiellement les gens vont avoir plusieurs vestes aussi et c'est pour ça qu'ils vont la garder plus longtemps derrière. Et donc ça veut dire que dans le cas du deuxième scénario, il y a potentiellement 2 vestes. Alors on l'a pas mis dans l'étude. Nous, on a des chiffres là-dessus parce que, quitte à interroger nos clients là-dessus, on en a profité pour leur demander la fréquence d'usage de leur veste. Et vous avez demandé la fréquence de lavage aussi, il me semble. Donc oui, on a des données complémentaires qu'on n'a pas forcément couplées, qui nous semblaient pas pertinentes dans l'étude. Mais oui, sans doute que ça pourrait forcément un peu jouer quand on peut donner une durée de vie, mais on ne sait pas, ça dépend si on l'utilise tous les jours ou pas. Bon point. Un axe d'amélioration. Allez, une toute dernière question sur ce thème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a levé la main? Non? Eh bien, merci beaucoup, Solène et Bénédicte. Merci.